Il y a cette sensation très particulière, je suis sûre qu'on l'a tous déjà ressentie juste avant de se réveiller. Ah ouais, ce moment un peu flottant. Voilà exactement. On se trouve au beau milieu d'un rêve, la logique interne tient parfaitement la route, et puis, soudainement, paf, l'environnement bascule. Les lois de la physique s'effondrent. C'est ça. Un objet familier du quotidien se transforme en quelque chose d'organique, la gravité cesse de fonctionner normalement, et l'esprit se retrouve un peu piégé. Piégé dans un espace où le banal et l'absurde coexistent de manière hyper troublante. Et c'est une sensation de vertige en fait. Un vertige psychologique total. Et c'est exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui dans notre exploration. On va faire une plongée vraiment vertigineuse dans une œuvre spécifique, une huile sur toile de l'artiste peintre marocain Dani Zouir. Un artiste originaire de Meknès, oui. Absolument. Et son tableau, c'est un monde où la chair fond, où des souvenirs flottent en l'air comme des timbres géants et où le poids des traditions écrase carrément la réalité. Notre mission aujourd'hui, c'est de décoder ce chaos organisé. C'est un sacré défi parce que peindre l'inconscient avec autant de violence et de poésie, ça demande une maîtrise folle. Et pour décoder ça, je pense qu'il faut d'abord comprendre le terrain de jeu que l'artiste s'est choisi, la matérialité même de l'œuvre. Tu parles du choix de l'huile sur toile, c'est ça? Ouais, exactement. Ce n'est pas du tout un choix anodin pour faire du surréalisme. L'huile, ça possède une chimie très particulière. Ça a un temps de séchage qui est extrêmement lent. Ce qui lui permet de retravailler les couches à l'infini, j'imagine. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle travailler par gassis. En gros, on superpose des couches de couleurs qui sont presque translucides. Et c'est cette technique très précise qui donne cette impression de profondeur lumineuse à la chair, ou qui permet de créer des ombres avec une netteté clinique. Hmm, d'accord. La technique appuie le propos. C'est ça. Et puis, au-delà de la technique, il y a le terreau culturel de Denizouir, Meknès. C'est une ville très chargée historiquement, non? Ah oui, c'est une des villes impériales marocaines. Elle est caractérisée par ses immenses murailles de Pizé, ses portes monumentales. C'est une ville de pierre, quoi. Elle a une immobilité majestueuse, des traditions très ancrées. Donc on a cette identité culturelle super lourde, très géométrique d'un côté, Ouais, et de l'autre, la fluidité totalement incontrôlable de la peinture surréaliste. C'est ce qui crée la friction de base de cette toile, en fait. exactement. Et cette friction, elle saute vraiment aux yeux dès qu'on s'attarde un peu sur l'arrière-plan. Grave. À première vue, on se dit, la toile de fond veut nous rassurer. Il y a ce ciel bleu clair hyper lumineux. Parsemé de petits nuages blancs très discrets. Voilà, c'est un ciel de carte postale. Et c'est peint avec une surface presque plane, incroyablement lisse. Mais franchement, ce calme plat, c'est un piège. Un faux sentiment de sécurité. Un faux sentiment de sécurité totale. Parce qu'au premier plan de ce ciel serein, du côté gauche de la composition, se dresse un truc, une horreur fascinante. C'est le mot oui. C'est une forme massive, complètement déformée. Ça rappelle vaguement un bras humain plié à l'envers ou, je sais pas, un torse contorsionné. Les tons rosés, un peu grisâtres et beige évoquent indiscutablement de la peau. De la chair, de la musculature. Oui, de la chair pure. Et le pire, c'est que cette chair fusionne, ou plutôt elle a l'air de fondre avec un objet blanc bizarre. Ça ressemble à un instrument de musique. C'est une espèce de guitare molle. C'est ça, une guitare molle, mais traitée comme une planche d'anatomie, genre un écoché. La structure est ouverte et à l'intérieur, on voit des cavités organiques, des motifs d'un rouge sang qui donnent l'impression de palpiter sous nos yeux. Et c'est là que la maîtrise de l'huile dont on parlait tout à l'heure prend vraiment tout son sens. Ah oui, Au rang de décor irréel. d'accord. Mais par contre, la forme charnue, la fameuse guitare anatomique, elle est travaillée avec une espèce de luisance, un rendu mouillé et brillant qui la rend inconfortablement tangible. T'as l'impression que c'est humide. Berk, oui, c'est visqueux presque. Voilà, et sur le plan symbolique, la guitare, ça représente généralement l'harmonie, n'est-ce pas? La structure mathématique de la musique, la culture qui apaise. Alors que là, on est loin de l'apaisement. C'est clair. En la transformant en un organe viscéral béant et saignant, l'artiste, en fait, il détruit la frontière entre nos créations intellectuelles, la culture, l'art, et notre biologie la plus crue. C'est comme s'il disait que l'art, ça ne sort pas de nulle part, ça vient des tripes. Exactement. C'est une façon très visuelle de dire que l'art naît de la chair, de la douleur corporelle. L'instrument ici ne joue pas de notes, il expose des blessures.
Et justement, en parlant de douleur et de blessures, au milieu de cette chair béante, moi, il y a un détail sur lequel je bloque complètement. L'insecte. L'insecte, posé tout au sommet de cette structure de cauchemar sur ce qui pourrait être le coude. Là, il y a une grande guêpe, ou un frelon, je sais pas trop, mais avec des rayures jaunes et noires éclatantes. Hmm. Et là où la chair en dessous est toute fondante, abstraite, ce frelon, il est d'un réalisme chirurgical. Je veux dire, les pattes articulées, la transparence des ailes, le dark, c'est photographique. Ouais, le contraste est saisissant. Mais pourquoi placer un élément aussi hyper réaliste là-dessus? Ça jure totalement avec le reste de la logique du tableau. Pourquoi on mettrait un prédateur aussi banal dans un ré flou? En fait, c'est un mécanisme psychologique redoutable. C'est très souvent utilisé dans l'expressionnisme surréaliste. C'est-à-dire? Ça s'apparente un peu au concept de la vallée de l'étrange. Le truc, c'est que le cerveau humain déteste l'incohérence visuelle absolue. S'il ne voit que des trucs mous, flous, qui n'ont pas de sens physique, il se détache. Il se dit, bon, c'est juste de l'abstrait, on s'en fout. Exactement. Il cesse de ressentir le danger. Mais en introduisant cette guêpe hyper réaliste, l'artiste offre à ton œil un point d'ancrage familier. Une échelle de grandeur que tu connais dans le monde réel. Ah, je vois. Mon cerveau reconnaît la guêpe, il se dit, aïe, ça pique. C'est ça, oui. Le cerveau reconnaît la menace du frelon. Et par association directe, vu que le frelon a l'air de se poser fermement sur la chair, La chair devient réelle aussi. voilà. Le cerveau est forcé de concéder que cette chair cauchemardesque a de la densité, du volume, une vraie réalité physique, pour qu'un vrai insecte puisse s'y poser. C'est une piqûre de réalité au beau milieu d'un cauchemar, en fait. C'est joliment dit. La guêpe agit comme un cheval de Troie. Elle introduit la menace bien réelle de la douleur physique au milieu d'une hallucination. Ça transforme un bête cauchemar visuel en une agression presque tactile. La vulnérabilité de la chair est décuplée par cette menace extérieure très nette. Waouh. Du coup, cette guêpe force la réalité de la douleur. Et face à cette vulnérabilité complètement brute, la réaction humaine naturelle, c'est de chercher une protection, une armature. Et c'est ce qui nous amène logiquement au centre du tableau. Oui, de manière très organique. Parce que juste à côté de ce désastre de chair fondue, on a une figure qui est tout l'inverse de la fluidité. Complètement rigide. C'est une silhouette encapuchonnée, voilée. Elle dégage immédiatement la lourdeur d'une personne âgée. La texture de sa jupe elle est fascinante. Très structuré. Ouais, couverte de plis profonds, presque minéraux. On dirait de la roche ou de l'écorce très ancienne. Et cette personne s'appuie de toutes ses forces sur une canne noire. Avec le dos courbé. Le dos courbé, elle tourne le dos à l'horreur charnue. Elle ignore la guêpe. Ses yeux, on ne les voit pas d'ailleurs, mais ils ont l'air fixés vers la droite. Elle est comme un pilier de plomb au milieu de ce monde qui se liquéfie. Et c'est là, je pense, que l'origine de l'artiste intervient comme une vraie clé de lecture. Ce personnage central, c'est l'incarnation de Meknès. La ville de pierre dont tu parlais. C'est ça. Face à la dissolution de la chair et à l'angoisse viscérale, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il érige la tradition comme mécanisme de survie. Les plis de cette robe, comme tu disais, ça ressemble pas à du tissu. C'est de l'architecture. Oui, c'est l'architecture d'une cité millénaire. La figure âgée représente le poids de l'histoire marocaine, l'ancrage implacable des coutumes transmises de génération en génération. Et la canne, du coup, ça montre que c'est lourd à porter. Et exactement, maintenir la tradition, maintenir cette identité fixe alors que le monde psychologique autour se déforme, c'est épuisant. La vieillesse ici n'est pas qu'une étape de la vie, c'est une métaphore de la résistance face au temps. Le personnage plie sous la gravité, mais il ne fond pas. Il demeure. Il demeure. C'est marrant parce que cette immobilité très terrestre est complètement contredite par ce qui se passe juste au-dessus de sa tête. Dans le ciel, exactement. Oui, au-dessus de ce dos courbé par le poids des traditions, dans ce grand ciel bleu plat, l'artiste fait flotter des trucs géométriques complètement illogiques. Ah oui, le rectangle rosâtre. C'est ça, un grand rectangle rose avec des bords dentelés, ça fait tout de suite penser à un vieux timbre-poste géant ou peut-être un ticket déchiré. Et un peu plus loin, un petit carré rouge vif en suspension. C'est un contraste frappant, c'est vrai. Bah oui, d'un côté, la lourdeur minérale en bas, accrochée au sol, et de l'autre, cette géométrie hyper légère, presque administrative, qui lévite en haut. Moi, je vois ça comme une photographie documentaire d'une vieille rue de Meknès qu'on aurait découpée pour la coller en plein milieu d'une toile de Salvador Dali. C'est une excellente analogie. C'est une sorte de bureaucratie de la mémoire, tu vois, comme si les règles ou les souvenirs flottaient, intouchables, sans jamais redescendre.
J'aime beaucoup cette idée de bureaucratie de la mémoire. Un timbre, fonctionnellement parlant, c'est quoi? C'est une preuve d'affranchissement, c'est l'autorisation qu'un message voyage d'un point A à un point B. Sauf que là, il n'y a pas de lettre. Justement, le fait de peindre ce timbre isolé, flottant dans le vide, sans rien d'attaché, ça symbolise très probablement un problème de transmission. Un message suspendu dans le temps. Voilà, ça représente sans doute le gouffre entre les générations. L'impossibilité de communiquer pleinement cet héritage. La figure âgée, ancrée au sol, elle ne peut pas attraper ce timbre. Elle est trop lourde pour ça. Elle est trop lourde. Les traditions pèsent lourd, mais les souvenirs, les messages non dits, s'évaporent et échappent à notre contrôle. Ils restent en suspens dans ce ciel mental, inaccessible. Ce concept de message non délivré, de souvenirs qui planent hors de portée, je trouve que ça prépare parfaitement l'esprit à la dernière grande illusion du tableau. Le côté droit, Oui, la partie droite de la composition. Si le ciel, c'est là où les souvenirs flottent, le côté droit, c'est là où la mémoire est capturée, clouée de force. c'est vrai que la technique change radicalement à cet endroit. C'est un trompe-l'œil absolument bluffant. L'artiste donne l'illusion parfaite qu'un morceau de tissu rectangulaire, genre de la toile de jute ou un vieux parchemin, a été épinglé physiquement par-dessus la peinture du ciel. Avec les petits fils arrachés sur les bords, oui. Ouais, les bords sont effilochés, usés. On a le sentiment irrépressible de pouvoir passer un ongle sous le faux tissu pour le décoller. C'est une vraie mise en abîme. Une toile dans la toile. Et sur ce tissu, il y a ces deux croquis. Deux croquis, ouais. En haut, on a le visage éthéré d'une jeune fille. Il est tracé avec des pigments dorés, jaunes très doux, presque luminescents. Mais les contours s'effacent un peu, comme un fantôme. Et juste en dessous, le trait change. Radicalement. En dessous, c'est brutal, très net en noir et blanc. C'est la silhouette d'une fille agenouillée sur une sorte de bloc. Elle est pliée en deux vers l'avant, ses bras pendent lourdement de chaque côté, ses cheveux tombent vers le sol. C'est une posture qui crie la résignation totale. Alors, sur le plan technique, ce trompe-l'œil, il n'est jamais gratuit en peinture à l'huile. C'est un outil psychologique puissant. Comment ça? En peignant les ombres millimétrées de ces fils arrachés sur un ciel lisse, ça crée une rupture du quatrième mur. L'observateur comprend direct que cette zone n'appartient pas à la même réalité que la chair ou la vieille dame à la canne. C'est un espace à part. C'est un espace mental de quarantaine. Le tissu cousu représente l'acte volontaire de conserver quelque chose, comme une photo qu'on épingle sur un mur. Et pour les croquis, le visage doré, c'est la mémoire idéalisée. La genèse vue par le prisme du temps. C'est ça, sacralisée par cette teinte solaire, mais qui est fondamentalement éphémère. Elle se dissout. Et la figure monochrome en dessous vient ancrer cette idéalisation dans une réalité beaucoup plus sévère, l'épreuve du quotidien. D'accord, je vois l'idée de la nostalgie. Mais attends, moi je veux m'arrêter sur cette fille agenouillée. Oui, Si on lit la toile de gauche à droite comme un récit, on pourrait se dire « Ok, ce tissu, c'est le journal intime de la vieille dame au centre, elle repense à sa jeunesse. c'est l'interprétation la plus courante, oui. » Mais cette posture monochrome me dérange trop. S'agenouiller sur un bloc comme ça, plier la colonne vertébrale sous l'effet de la gravité. Il y a une soumission mécanique là-dedans. Moi, je suggère qu'il ne s'agit pas juste de nostalgie personnelle. Tu penses à quoi? Je pense que c'est une dénonciation des fardeaux imposés par le personnage central. Ah, ok. La tradition qui écrase. Exactement. La vielle, avec sa canne, représente la tradition implacable. Et cette tradition, il faut la soutenir. Le poids des attentes familiales, de la société, ça exige que la jeunesse se plie, qu'elle prenne la forme du bloc sur lequel elle est agenouillée. C'est hyper intéressant comme lecture. Et du coup, le visage doré en haut qui s'efface. Ce serait pas un souvenir joyeux. Ce serait le potentiel individuel de cette jeunesse qui s'évapore justement parce qu'elle est forcée de se soumettre en bas. Franchement, je te rejoins là-dessus. Ça modifie profondément la compréhension de l'œuvre. Analysons même le choix du mot « croquis ». Oui, pourquoi pas une peinture finie. L'adulte, ou le porteur de tradition à la canne, s'est construite au prix de cet écrasement initial. L'entrave devient la condition de la croissance. C'est ça. La couleur dorée, fuyante, n'est plus la nostalgie, c'est la perte de soi. L'innocence évaporée face aux exigences de la société. Et le fait que ça soit sur un faux tissu épinglé, ça montre la violence de l'acte. Ces attentes ne sont pas naturelles. Voilà, elles sont artificiellement cousues sur le décor de nos vies. La tradition maintient l'ordre, certes, mais elle laisse des fantômes et des corps courbés dans son sillage. C'est vraiment puissant. Et ce qui rend cette huile de Dany Zouhir si magistrale, au fond, c'est sa capacité à synthétiser toutes ces contradictions dans une seule composition. Un chaos organisé, comme tu le disais au début. Oui,
On commence avec l'angoisse organique à gauche, cette chair traversée par la menace tangible du frelon. On glisse vers le centre avec la réponse humaine, la tradition, les structures sociétales avec cette figure lourde. Et on finit à droite avec le coût de cette structure. Les souvenirs inaccessibles et la jeunesse épinglée. C'est ça. L'utilisation du langage surréaliste, ça aurait pu être juste un exercice de style, tu vois, mais sous ces pinceaux, c'est un outil d'introspection chirurgicale. Il utilise la fluidité des rêves pour peindre la rigidité étouffante de la réalité. Et c'est là qu'un artiste contemporain renouvelle le genre, en fait. Son ancrage local à Meknes est indéniable, l'atmosphère ocre, la tradition, tout résonne. Mais le message est universel. Totalement. Cette toile démontre que l'identité humaine n'est pas linéaire. Le cerveau a un besoin désespéré de se raconter une histoire claire, d'aller d'un point A à un point B. Cette peinture détruit cette illusion. L'identité, c'est la cohabitation simultanée et violente d'une chair traumatisée, d'une carapace sociale épuisante et de mémoires réécrites et épinglées pour rendre le tout tolérable. Et l'œuvre refuse d'apporter une résolution en plus. Elle pose juste le constat de ce collage interne. Exactement. Eh bien, le voyage à travers ce paysage onirique nous a emmenés loin. D'une anatomie disloquée à une figure résiliente sous des messages suspendus pour heurter la rugosité d'un tissu où l'innocence s'incline. Il y a de multiples strates de réalité qui rivalisent pour notre attention. La vérité de la douleur physique, des conventions culturelles et des souvenirs reconstruits. Le génie, c'est l'incapacité de déterminer quelle couche l'emporte. Le trompe-l'œil semble plus vrai que le ciel lisse, mais la guêpe est plus nette que la chair. Isoler une seule partie, ce serait amputer l'âme humaine telle que l'artiste la dépeint. Tout à fait. Voici donc une dernière pensée à méditer pour ceux qui nous écoutent. Si les rouages complexes, les angoisses organiques et les fardeaux invisibles qui composent notre propre existence devaient être étalés sur une toile vierge, quelle forme fondrait sous l'effet du temps? Quels ancrages resteraient immobiles? Et surtout, au milieu du ciel lisse des apparences, quels souvenirs précis mériteraient d'être minutieusement esquissés sur un morceau de toile brute pour être épinglés avec des bords effilochés à la vue de tout le monde?